Madame, Monsieur, bonsoir. Vous remarquez que chaque fois que nous commençons cette émission, je réprime une sorte de rire ou de sourire parce que j'ai mes trois trublions commencent l'émission avant qu'elle ne commence. Monsieur Compère, bonsoir. Bonsoir à tous et à chacun. Alors, tu nous as manqué. Mais il paraît, je vous remercie de la pensée que vous avez eue pour moi, puisque j'ai quand même regardé un événement familial. Oui, bon, la mort, c'est toujours c'est toujours triste, la mort d'un très très proche, mon beau-frère, mais nous nous connaissions depuis plus de 60 ans. Paix à son âme. Bon. Michel Wanchi est bien vivant, tout le monde est vivant autour. Oui, Dieu merci. On parlait tout à l'heure. On va lancer un quiz. Dites-nous et envoyez-nous un mail. Vous avez sur zouktv@gmail.com. Dites-nous l'âge de Michel Wanchi. Et ceux qui donnent l'âge exact, ils auront un abonnement à justice. Hein? C'est long. Tout le monde va commencer par regarder ses cheveux blancs. Par contre, tout le monde sait que M. Marajo n'a que 30 ans. Oui, il n'y a pas tant de différence entre mon âge canonique et celui de mes camarades. Sur le plan de l'esprit, c'est évident qu'ils sont plus jeunes que toi. C'est sûr. C'est clair. Ils ont de l'enthousiasme. C'est un progressiste, c'est un communiste, alors que toi, tu es un libéral capitaliste. Non, pas du tout. C'est ce qu'on pense. C'est pas du tout. Je suis un extrémiste de gauche invétéré. C'est tellement évident. Je voudrais d'abord faire à l'envers, ce que je ne fais jamais, remercier Emmanuel Amon, lui, qui est directrice de production, qui nous permet d'avoir ces caricatures et ces images très marrantes, très amusantes, qui ponctuent l'émission, tout au long de l'émission. Giovanni Shellman, qui est technicien en salle, et son assistant, qui est Kevin Rezin. Yes. Rezin. Kevin Rezin. Bon, c'est comme ça maintenant. C'est pas un Américain pourtant. Avant que je n'oublie, je voudrais vous parler rapidement d'un bouquin qui s'appelle Une géographie populaire de la Caraïbe. Il faut que je mette ça pour voir bien. C'est un bouquin d'un garçon qui s'appelle Romain Cruz, qui est géographe, qui enseigne la géographie, l'histoire et l'économie de la Caraïbe à l'université de West Indies à Trinidad. Et à l'université des Antilles. Et à l'université des Antilles également. Alors ce bouquin a comme particularité, à part qu'il est épais, mais ça se lit comme un roman, de traiter la géographie humaine. La problématique de ceux qui habitent, c'est pas simplement il y a la montagne, il y a les étangs, il y a les surfaces, il y a la production économique. Il parle vraiment, il nous fait comprendre la Caraïbe, les transferts financiers entre l'immigration et puis les pays, l'état actuel des peuples et des communautés. C'est un bouquin passionnant, je vous le recommande. Alors, je n'ai pas le bouquin de Michel Jouve, mais chaque fois j'oublie de le prendre, mais je le rassure, je vais en parler, un bouquin pour les enfants qui est charmant, qui met en scène une sirène. Et puis également, il y a l'autre bouquin dont je veux qu'on parle quand même, c'est le bouquin de Yves Léopold Montieu. Yves Léopold Montieu sur Marie-Jeanne. On n'a pas fait assez de promotion de ce livre et je sens que la grosse artillerie va commencer avec la promotion de l'autre livre qui est un peu le pendant de mes amis, mes camarades bien-aimés, Louis Boutrin et Raphaël Confiant. Donc on va en parler. Toujours sur le même sujet. Toujours sur le même sujet, savoir monsieur l'ex-président de Marie-Jeanne. Marie-Jeanne nous l'a traversée verticale du siècle. Oui, pas paradoxal. Comme Samuel Césaire. La prochaine fois, je porterai les bouquins et je les montrerai pour que vous les repériez. Il faut quand même souligner, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour la démocratie, l'intense activité intellectuelle qui existe dans nos îles, en Martinique et en Guadeloupe. On ne le fait pas suffisamment. Et ça, j'insiste parce que ça nourrit la liberté. Mais Gilles Alexandre m'avait toujours dit, qu'il y a encore sa librairie, pourvu que ça dure, séculaire, enfin quasiment. Il m'avait toujours dit que les Martiniquais ont un taux de production littéraire le plus élevé au monde. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a le coefficient le plus élevé d'écrivains et de livres par habitant. Oui. C'est terrible. Mais on a pas seulement la production littéraire, la production de la presse, la production de l'écrit de manière générale, et puis surtout dans d'autres domaines, sur l'art, sur le sport. Et est-ce que je peux, en deux mots, je rappelle que j'interrogeais un jeune
de temps en temps, je fais quelques excursions dans l'enseignement, et je lui disais, mais il y a beaucoup de talent. Il dit, oui, c'est normal, parce qu'on a été sélectionné. Oui. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Et je lui dis, mais sélectionné, ça veut dire quoi? Mais oui, mais les Noirs qui sont arrivés ici, ils ont été sélectionnés, les Blancs, les jeunes, etc. Et je lui dis, mais qu'est-ce que ton père fait comme métier? Il est pépiniériste. Donc il me dit, quand on prend des gens qui ont été sélectionnés et qu'on les mélange, ça fait des gens encore plus bons. Oui, conception un petit peu végétale de... Juste un mot, dans le même ordre d'idée, je lisais tout à l'heure le programme du Salon du Livre à Paris, le programme de l'Outre-mer, justement, donc c'est vendredi, samedi, dimanche. C'était époustouflant le nombre d'auteurs, alors aussi bien de romans, d'essais, de poésie, de, comment appelle-t-on ça, de bande dessinée et de slam, de textes de slam, etc. Mais c'est incroyable le nombre d'auteurs. Alors que globalement, le Salon du Livre a vu une réduction drastique de ses membres. Le Parti communiste martiniquais a le plaisir de vous inviter à la rencontre qu'il organise le vendredi 27 mars. Ça ne peut pas passer, non? Non, il peut pas. À 18h30 à la Mutualité, boulevard du Général de Gaulle à Fort-de-France, avec Madame Roland Bosphore. Pérou, Bosphore Pérou. Qui nous présentera sa thèse de doctorat en histoire, intitulée Militant et militantisme communiste à la Martinique de 1920 à 1971, identification, forme et implication. Elle est prof d'histoire et de géographie aussi, et elle a réalisé son travail de recherche à partir de témoignages auprès des militants des archives de la presse communiste, mettant en lumière l'ampleur de l'engagement des communistes en faveur de la classe ouvrière. Il vous est demandé de venir nombreux. Oui. J'ai pas reçu ça, hein, c'est pas normal. Mais tu le reçois, maintenant tu es invité. Je suis invité, d'accord. La une de Justice, c'est avoir la Martinique au cœur. Je trouve ça beau comme formule. La une est magnifique. La couleur est très belle. Ouais. C'est notre ami Maurice Belrose qui tient la plume de l'éditorial cette semaine. Et ce qu'il a voulu, c'est sortir un petit peu des débats G20, etc. et expliquer que le débat pour le grand rendez-vous électoral de la fin de 2015 doit avoir au centre comme préoccupation la Martinique et l'action politique que l'on doit mener pour elle. Okay. Un article sur l'étrange schizophrénie politique du soldat Serge Chili. À propos de Camille Jouvet, vous savez tous que Camille Jouvet, j'ai déjà eu des mots avec lui. Bon, mais ça fait, on s'est réconciliés parce qu'on est des camarades de combat. Et j'ai pas très bien compris, et ça m'a interpellé, j'ai pas très bien compris pourquoi on l'a remis sous les rangs, même si ce qu'il avait fait, on en a parlé la dernière fois, en diffusant, en publiant Madame de Mancé-Castel avec une tête de chien, au motif peut-être que M. Le Chili n'a pas d'égalité. C'est sûr que c'est pas admissible. Mais j'ai pas très bien compris la remise à l'ordre, au pas, quoi, hein, au garde à vous qui a été faite par son président. Et je pose la question, et j'en viens à parler d'Antilla dans mon regard de cette semaine, je pose la question pourquoi? Est-ce que si c'est du bisounours, c'est du bisounours. Si on fait si on fait de la politique, bon, tout le monde tire, on fait des caricatures, vous faites des caricatures aussi, pas gentilles non plus. Oui, mais qui respectent quand même l'intégrité de la personne. Bah, d'accord. On va dire ça comme ça. D'accord. Bah, j'aime bien ta réponse. Donc, l'article justement dit que la limite est ténue entre la caricature qui est critique et qui force le trait et qui fait rire, et la caricature dégradante. C'est vrai. That is a question, Charlie. Ben oui. Mon caricaturiste préféré dans le progressiste que tout le monde connaît, Titis, me dit bien que lui, chaque fois, on a un débat là-dessus, je ne fais pas des caricatures, je fais des dessins. Parce que justement, il ne grossit pas le trait de la personne. La situation. Il met la personne dans une situation où il fait parler. Ça dépend des fois. Le progressiste, vous voyez, mettez la caméra sur moi. Hein. Le progressiste, belle une aussi, il faut des efforts, hein, avec pas beaucoup d'argent. Absolument. C'est petit parti du peuple. Oui, tout à fait. Pas comme toi qui a du papier glacé. Lui, il a des moyens. L'argent du capital. Non, mais je pense qu'il devrait s'adresser à moi, comme ça je leur mettrais de la pub dedans. Et puis, ça leur aurait ils auraient davantage de moyens. Mais je salue
le fait qu'ils restent campés sur leurs valeurs, pas de pub dans les journaux d'opinion. Ouais. C'est logique. Pas de pub, mais quand même, je dirais quand même, pour justice, quand même les annonces légales. Je profite quand même de l'occasion. Il est quand même important pour que ce journaux continue à vivre, quelle que soit l'opinion qu'on en a, que les annonceurs, les auxiliaires de justice, etc., mais aussi les collectivités accordent à ces organes, anti-IA comme justice, je sais que les progressistes sont en train de faire des démarches, un volume suffisant d'annonces légales, parce que ça leur permet de ne souscrire là une ou deux personnes qui travaillent là-dessus. Ouais. Oui, et puis c'est la presse, la démocratie. C'est la presse, c'est la démocratie. C'est l'échange des idées, c'est la liberté. C'est le prix de la liberté. À la une, collectivité, les phases de la désignation d'être des membres de la liste d'ensemble. C'est un petit peu sibyllin et c'est un article qui est signé par Daniel Compère et qui explique comment il y a un processus démocratique et établi, que c'est pas fait comme ça, c'est pas la théorie du petit ou du grand chef. Vous parlez des élections municipales de Saint-Pierre, avec votre candidate que vous soutenez. Comment il s'appelle? Eliane Sesto. Eliane Sesto, belle femme, belle Gustave. C'est pas Gusto? Non, Sesto. En disant qu'avec Eliane Sesto, c'est une espérance qui se lève pour Saint-Pierre et le Nord-Caraïbe. Elle a des chances, Eddie? Pas de langue de bois. Très objectivement, alors, au vu des derniers résultats, Madame Sesto sait pertinemment qu'elle a peu de chances d'être élue. Mais par contre, elle peut jouer s'il y a un deuxième tour. S'il y a un deuxième tour. Parce que l'histoire, c'est ça le problème, c'est que l'histoire, je ne voudrais pas influer sur le scrutin, mais l'histoire indique très clairement que souvent, les édilités qui ont eu des problèmes avec la justice balayent leur adversaire dans l'élection qui suit. C'est une espèce d'immoralité. On va dire électorale. Immoralité électorale. Non, je ne vais pas prononcer ces mots. Fais attention. Je dirais que c'est une incongruité historique fabuleuse. L'exemple le plus fameux pour que nos téléspectateurs se rendent compte qu'on ne dit pas que des trucs bizarres. Samo est condamné. Il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Samo est inquiété. Il est incarcéré. Il fait plusieurs jours, plusieurs dizaines de jours en prison. Un mois. 34 jours, précisément. Oui. Et donc, il va aux élections suivant cette fameuse affaire et il balaye de revers de main la totalité de ses adversaires. Il n'est pas le seul. Comme si, moi je me mets à la place de l'électeur, qui est un citoyen, qui est une personne, et j'en ai déjà dit, je crois, pour Saint-Pierre, les Pierrotins ont été vexés. Oui. Que leur ville ait été mise en exergue à travers les déboires, on va dire ça comme ça, pour ne pas prendre parti mais on peut avoir très bien une espèce de renversement de la situation. Oui. Un article de M. Serge Souffleur qui s'élève contre la bassesse, la veulerie et l'ignominie. Les cafous des fers. J'ai lu l'article et je l'aurais censuré à justice. Comment il y a de la censure à justice? Oui. Les camarades ne sont pas dans les clous. Non, il y a de la censure. C'est pas de la censure. C'est du secrétaire de rédaction. Oui. Pourquoi? Parce que il dénonce à juste titre la veulerie, etc., mais il ne cite pas de cas concret. C'est sûr. On ne voit pas ce qu'il vise. Alors, où il vise, il considère qu'il parle en filigrane de quelque chose que tout le monde sait, mais du point de vue rédactionnel, on ne sait pas de quoi il parle. Mais tu sais, le problème, c'est le défaut de place dans ces petits journaux-là, le manque d'espace. C'est un défaut de rédaction. Il a fait ça rapidement, sur un coin du marbre, comme on dit. Il a piqué un coup de colère. Il a piqué un coup de colère contre quelque chose qui est peut-être honorable, mais il a oublié de dire pourquoi. 2015, année de l'écrivain Joseph Zobel, mais on va y revenir, n'est-ce pas, avec les spécialistes. Oui, Zobel aurait eu 100 ans cette année. Serge Le Chimela et Jean Martinique s'inquiètent de l'avenir de l'université aux Antilles. On leur a reproché de ne pas s'être intéressés, de ne pas participer au débat, donc vous mettez les points sur les i. Et puis, vous parlez du bouquin de Mme Casimirius, Berthe ou Sieur, sang et sucre, où je vois qu'elle a réuni beaucoup de monde. Oui. Ça
honore les populations du Nord, de savoir que leur mère est une intellectuelle qui écrit des livres, encore une fois. Absolument. Et puis votre dessin, parce que c'est pas une caricature, on devine que c'est à zéro qui prend une ziguinotte. Non, c'est Carole. C'est Carole. Ah, c'est Carole. Mais je n'ai pas compris pourquoi. Alors, expliquez-moi l'explication du dessin. Alors, qui est-ce qui nous donne la ziguinotte? J'essaie de montrer le dessin. Alors, on en va passer. Alors, c'est écrit non, pas de ziguinotte, surtout pas de ziguinotte. Et puis, attends, il met qui donne le la ziguinotte. main a un bracelet. Qu'est-ce qui est écrit sur le bracelet? Ensemble pour une Martinique. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah bon. Là, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Qui peut dire une seule personne, un mot sur la commission Stora? Est-ce que vous avez vu la question? Je sais qu'elle existe, cette commission Stora, mais je ne sais pas ce qui c'est s'y une fait. commission, c'est 8 historiens qui constituent. Oui. Pardon. Ah oui, la commission temporaire. Paul Langevin. La commission temporaire d'information et de recherche historique, leur mission établir la vérité sur les événements de décembre 59 en Martinique, de juin 62 et de mai 67 en Guadeloupe. Et de 67 en Guadeloupe. Donc on reviendra sur ça. Il s'agit de... Oui, vas-y. Ce sont les deux principaux dossiers du prochain historial que je vous présenterai d'ici 2 semaines. Nous sommes mal beau. Je suis désolé. Alors, maintenant pour M. Bonchy, en savoir plus sur la Martinique et la crise de 2009. C'est la Chambre de commerce. Oui, on en a parlé incidemment. Et effectivement, la Chambre de commerce s'est rendue compte probablement qu'elle n'avait pas assez communiqué sur cette conférence. Elle a fait d'abord une vidéo et elle a publié un texte que j'ai là d'ailleurs. C'est un 4 pages qu'on peut voir sur le site de la Chambre de commerce. Alors ce qui est intéressant, c'est que Monsieur Olivier Sudry, qui est un économiste qui s'occupe des DOM et qui est à l'extérieur du pays et qui voit les choses, il dit un certain nombre de choses. D'abord, il dit que la Martinique n'est pas sortie de la crise de 2009. Bon, il dit que contrairement à la Guadeloupe. Contrairement à la Guadeloupe. Oui, alors c'est une analyse comparative. Alors c'est intéressant, les analyses comparatives, à condition qu'on fasse attention de comparer ce qui est comparable. Bon, et il dit que, en gros, la consommation a reculé. La consommation a reculé parce que les entreprises ont retenu un peu, n'ont pas licencié, mais ont fini par licencier après un certain temps, que l'emploi a diminué, donc le pouvoir d'achat a diminué. Le pouvoir d'achat a diminué, donc la consommation et le PIB a reculé. Donc on est en train de la reprise en général a tardé. Et l'investissement a reculé de 25% depuis 2008. Bon, alors nous avons eu cette discussion avec Contact Entreprise. Et il ajoute la chose suivante, c'est que les collectivités en Martinique par rapport à la Guadeloupe, il ne parle pas de l'investissement, il parle de il compare ce qu'elles injectent dans l'économie et ce qu'elles prélèvent en termes de prélèvements de toute nature. Les prélèvements des collectivités en Martinique jusqu'en 2012-2013 ont été supérieurs à ce qu'elles ont injecté dans l'économie. Donc c'est un facteur récessif. Et il fait des propositions. Il fait une proposition, il demande de faire une relance par la demande. Par la demande. Alors, il dit non, parce que bon, c'est quand même un néolibéral. Il dit il ne faut pas augmenter les salaires. Ouais. Il dit il ne faut pas augmenter les salaires. Mais il reconnaît quand même qu'il faut. Et il avait, dans une précédente conférence, devant un parterre d'ailleurs de patrons, il avait dit que les inégalités étaient insupportables et que le taux de profit avait augmenté dans la décennie 2000 et qu'il pourrait connaître un véritable Grenelle martiniquais de façon à opérer un meilleur partage des richesses. Bon. Et là, il disait que les mêmes causes allaient produire les mêmes effets que 2009. Bon. Alors là, il dit qu'il faut diminuer, il faut relancer la consommation par la baisse de la TVA à zéro, c'est l'État qui doit faire l'effort, en gros, et que la machine repartant, l'État, provisoirement, l'État va récupérer sur taxes et impôts. Et que, et il dit que c'est possible, donc on peut sortir de cette espèce de spirale récessive. Ok, on va continuer sur une citation de lui où il explique que la situation actuelle résulte pour la Guadeloupe qui est meilleure que celle de la Martinique, que l'amélioration de la situation réside dans une action collective mobilisant les partenaires sociaux, il parle de la Guadeloupe, et les collectivités locales pour concevoir ensemble une véritable stratégie de redressement. Voilà, on reviendra là-dessus, Eddy. Moi je voudrais quand même insister là-dessus. Effectivement, on est tous, les spécialistes, d'accord avec les analyses, mais ce qui manque réellement, c'est une volonté politique de changer le cadre dans lequel l'économie de la Martinique et de la Guadeloupe évolue
Et pour ça, il faut des changements des règles. Et ça, c'est une volonté politique. En clair, M. Sudry dit qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Nous sommes un certain nombre à penser qu'il faut appliquer ce que François Hollande n'a pas pu appliquer en France, c'est-à-dire la baisse des cotisations sociales des salariés. Il n'a pas pu le faire parce que le Conseil constitutionnel lui a dit vous ne pouvez pas appliquer ça uniquement pour les bas salaires. Ça fait des inégalités. Il y a une inégalité, tout le monde. Principe constitutionnel. Voilà, tandis que nous, compte tenu à la fois de notre taille et de nos spécificités, on peut l'appliquer à l'ensemble des salaires ici, sur cette petite île. Sans qu'il y ait ce déphasage. Sans qu'il y ait cette problématique. Ouais. Et ça, sans que le patron ait à augmenter les salaires, ça fait une augmentation immédiate du revenu, qui est injecté dans l'économie. Donc c'est ce genre de décision politique majeure qu'il faut prendre si on veut changer les choses réellement. Parce que en gardant le même type de fonctionnement et les mêmes règles qu'on n'arrête pas de le répéter, même principe, mêmes effets. Voilà. Il y a quand même un fait qu'il faut. Si nos téléspectateurs vont sur le site de la Chambre de commerce et qu'ils ont la patience d'écouter la vidéo, il y a un débat après. Et le directeur de l'AFD, M. Bougo, a fait quelques amodiations, quelques rectifications sur le propos de Sudry. Il a dit que la Martinique et la Guadeloupe, quand même, il y a des différences. C'est qu'ici, il y a des entreprises plus grosses et plus concentrées. Ouais. Bon, d'une part. Et il a dit là aussi la chose suivante, c'est que il faut faire attention qu'une relance par l'allemande ne se traduise pas par une relance de l'importation. Une relance de l'importation qui risque de créer une concurrence à la production locale et de ruiner le renforcement de l'appareil productif, parce que par ailleurs, il propose, par toutes sortes de mesures, notamment une défiscalisation renforcée, de booster l'investissement des entreprises et de les muscler. Alors, c'est là qu'à mon avis, on tombe sur un problème, qui est un problème politique. C'est comment faire pour, dans une phase de relance, faire en sorte que l'économie soit circulaire, ou endogène, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat nouveau va être créé, se porte sur les produits, sur le marché local. Alors c'est pas compliqué, mais le problème c'est que les types, ils ne veulent pas prendre cette décision. Ce qu'il faut faire, c'est augmenter massivement l'octroi de mer sur les importations. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc avoir un pouvoir politique fiscal. Ça s'appelle une politique protectionniste. C'est bon, les secrétaires sont ravis parce qu'on revient là-dessus. Le général américain des marines, John Kelly, a alerté un comité du Sénat sur la menace terroriste par l'État islamique dans la zone de Caraïbes. Il indique que plus de 100 candidats à la guerre sainte ont quitté la Caraïbe pour la Syrie, Trinidad, Tobago, Jamaïque, vous savez où il y a des musulmans, Suriname, Venezuela. Le général a déclaré que ces pays redoutaient des opérations comeback à la maison et puis boum, parce qu'ils ne restent pas tout le temps, et que c'est un certain danger. Je me posais la question, je me disais, mais quand est-ce qu'on va nous parler de ça? Quand est-ce que ça va intervenir? Mais il ne parle pas des Antilles françaises. Des Antilles françaises. Il ne parle pas des Antilles françaises. Le même risque existe. Ben, voilà. Alors, il y a quand même... il fait référence à une actualité, mais il y a une histoire des attentats et une histoire des coups d'État musulmans dans la Caraïbe. Oui. Je vous rappelle qu'en 1988, à Trinidad, un groupuscule musulman est rentré dans le Parlement, a tué plusieurs députés et a tenté de faire un coup d'État. Au Suriname, c'était une secte, hein. C'était pas des... C'était pas... Ou plus français qu'européens. L'Europe, hein. Mais on aurait pu croire que c'est plus, hein, parce qu'on se répète qu'on l'est avec le nombre de ceux qui sont fiers d'être français. Bon. 50% pensent que la France doit se protéger du monde. Alors qu'on est en pleine Europe ouverte, la mondialisme, la moitié des gens disent « Ah, mon père, monsieur », bon. Et 18% s'ouvrent davantage. Seulement 18% sont comme nous, hein, sont ouverts au monde, se préoccupent des problèmes du tiers-monde, de la pauvreté, de la faim. Alors l'explication, ça serait 5 millions de chômeurs, l'inquiétude qu'inspire le communautarisme, le djihadisme, c'est une explication banale. Voilà. Ghettoisation des banlieues, parole de mépris ou comportement scandaleux. Et tenez-vous bien, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures. Les médias font partie des 3 institutions dans lesquelles les Français ont le moins confiance. Je rigole, bien sûr. Ont le moins confiance, 30%, juste devant les syndicats et les partis politiques. Voilà. Monsieur, à vous. Non, mais... Il y a un élément intéressant, nous on fait ça de plus en plus, c'est
sondage, parce que bon, on fait des sondages tous les jours. Ah oui, et identification géographique. C'est pour ça que j'ai porté ce bouquin, parce que ça me semble important. C'est où habitent les gens qui disent ça. Et en France, il y a 2 mondes. Oui. En Martinique, c'est moins clair. Mais il y a 2 mondes. D'abord, la province, c'est Paris, déjà. Voilà. Il y a les quartiers. Voilà. Et puis surtout la ruralité. La ruralité. Je voulais parler de la ruralité. Je voulais parler C'est pour ça que Qui se réduit. Je voulais parler de la ruralité. Ça France oublié, excuse-moi. Oui. Aujourd'hui, il y a quand même un élément qui est assez fantastique. C'est qu'on aurait pu penser que les 2 mondes se nourrissent chacun de leur côté et qu'ils évoluent chacun de leur côté. Ce qui est terrible, c'est que le monde urbain ponctionne le monde rural de toutes ses intelligences, de toutes ses forces. Et ce monde rural, en fait, ne se nourrit plus lui-même. On aurait pu penser que les 2 mondes vivent complètement séparés et que ça se développe dans les zones rurales et puis le monde urbain fait ce qu'il veut. Or, c'est pas ça. Or, c'est bien ce sentiment de disparition progressive et inéluctable de la citadelle rurale qui touche à ce sondage. La France est un pays, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est sur ça que doivent aller les analyses. Attends, tu sais ce que ça évoque en moi? J'amène de l'eau à ton moulin. Le fait que, par exemple, la criminalité va galopante maintenant dans le monde rural. Il y a des vols dans les fermes de façon exponentielle. C'est ce monde qui n'était pas c'est ce monde urbain qui se fait violer, qui se fait voler par un monde urbain, par le monde rural. Par le monde urbain. Cette France qui aujourd'hui appartient au monde et qui va à la vitesse du monde n'est pas dans le monde rural. Or, la France rurale meurt et d'ici une vingtaine d'années, ça n'existera plus. Et il n'y aura plus de telles bizarreries. Michel, un mot, j'ai une petite question à vous poser. Un mot quand même. Alors, moi je crois que derrière cela, il y a quand même, en filigrane, je prends exemple, le fait qu'on a fait disparaître les services publics pour des raisons de rentabilité du monde rural, les dispensaires, les crèches, les postes, les bureaux de poste, les arrêts de train, les écoles, etc. C'est une condamnation aussi des politiques qui ont été menées sous l'égide des énarques et des néolibéraux depuis 25-30 ans. Et en réalité, on ne sait pas. Il est énorque. Hein. Ah, non, mais, on a vu l'énorque en soi. Ils sont des clones. Ils sont tous. Oui, dans le cerveau. Ils sont comme Attali. Ils ont un cerveau néolibéral. C'est ce qu'il dit. C'est ce que tu dis. Jospin, tu le dis néolibéral. Enfin, Jospin. Pour moi, c'est pas. Il est pas. Il est énorque. Il n'est pas. Énorque. Ça suffit en soi. Moi, je crois que péché originel. Notamment, on nous a dit l'Europe, notamment la question européenne. La question européenne est fondamentale. Elle structure, et cette Europe, de plus en plus, est éloignée des préoccupations populaires. Et on a stigmatisé pendant longtemps ceux qui étaient critiques vis-à-vis de cette Europe en leur disant vous n'êtes pas ouverts, vous n'êtes pas modernes, vous voulez vous replier sur conservateur. Bon, conservateur. Ok, je reviens à la géographie, parce que c'est central. Un mot. C'est central dans notre façon d'aborder le monde. 32 000 communes en France, sur les 36 000, ont moins de 2000 habitants. C'est ça. Comment où les mettaient en poste, en machin, sur cette espèce d'éparpillement de la population. Or, la France est en décalage par rapport au monde. On regarde le nombre de régions. Les types ont dit, bon, on va arrêter ça, quoi. Je veux dire, 22 régions. Attendez, messieurs, je vais mettre dans le sens de Michel. Et puis, par rapport à ça, un rétrécissement comme peau de chagrin, des surfaces plantées, des surfaces cultivées. Bon, j'ai une question à vous poser. Pourquoi je suis surpris, vous aussi certainement, sauf que vous avez l'explication, vous comprenez tout. Ce matraquage de droite et de gauche, des lepénistes, qui, à mon sens, leur donne une existence terrible. Politiquement, qu'est-ce que ça doit entraîner comme conséquence? Il ne parle pas de Le Pen et de Marine Le Pen et du Front National comme ça. Il n'évoque pas une peur. Un politique n'a pas peur. Ça sera quoi de faire ça comme ça? À la limite de leur faire une pub. Et dit deux mots. C'est de la stratégie politique pure qui a été inventée par un type qui s'appelle François Mitterrand, qui dit la chose suivante. Si on parle beaucoup
de Marine Le Pen, quand il y a une triangulaire, il y a une chance sur deux que ça soit le PS, soit l'UMP. Tandis que quand on ne parle pas d'eux, on leur donne beaucoup plus, on diminue nos chances socialistes ou l'UMP diminue ses chances de gagner. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... On crée, de manière très, très pragmatique, on crée une triangulaire pour pouvoir garantir la victoire. Là où elle n'est pas. Là où elle n'existe pas. On crée une triangulaire de manière artificielle pour assurer la victoire de celui qui est un peu au-dessus. Tandis que s'il y a des duels, là il y a un vrai débat. Tandis que quand il y a une triangulaire, les deux qui sont devant ne débattent plus. Ils disent, regardez, eux, ils vont gagner. Ils n'affrontent pas la réalité. Ils n'affrontent pas la réalité et on gagne. C'est une vieille stratégie qui consiste en gros à fermer l'idée qu'il peut y avoir une alternative à gauche. Ouais. Ou à droite. Autrement dit, ou à droite. Les deux l'utilisent. C'est une stratégie diabolique qui a été inventée par François Mitterrand pour écarter le Parti communiste. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est leur coup qu'ils essaient de faire dimanche prochain. Oui, il a fait monter l'extrême droite. Sauf que je ne suis pas persuadé de la validité de cette stratégie par Manuel Valls notamment. Parce que c'est tout à fait. Ce qu'il veut créer... validité, c'est efficacité. Oui, merci. Voilà. De la valeur à accorder à une telle stratégie. C'est autre chose. C'est autre chose, tu as raison. Il veut en fait faire du Front National, en cas de triangulaire, comme tu dis, dans les seconds tours, une sorte de repoussoir. Tout à fait. C'est-à-dire, on en a tellement parlé, mais on en parle pas. Le vote républicain. Voilà, il faut aller au vote républicain. Bon, l'UMP, c'est pas notre tasse de thé, mais ça vaut mieux quand même. À défaut du PS, vaut mieux que ce soit l'UMP. Je ne suis pas sûr, et là je reviens au moment de que ça marchera cette fois-là. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça marche comme ça. Ça marchera pour une raison simple. Michel le rappelait, c'est que la nature même du mode électoral empêchera de toute façon le Front National de gagner. Cette élection est trop compliquée. L'élection qui peut, là par contre, faire en sorte que le Front National gagne des voix, c'est la prochaine présidentielle. Les régionales. Les régionales. Parce que je vous rappelle que les régionales sont à la proportionnelle. Et là, Paniza fait triangulaire. C'est celui qui a le plus de voix, qui a le plus de sièges. C'est tout. Et là, par contre, il y a un risque. Parce que, pareil, les européennes sont à la proportionnelle. Voilà. Et vous avez vu le nombre de députés très important du Front National. Tout à fait. Le fond du problème, c'est que Valls et Hollande disent je ne change pas de politique. Le fond du problème, c'est cette politique qui est menée à la fois par l'UMP et par le PS crée. Il n'y aura pas de changement de politique tant que la France est un pays riche. Mais oui. La France est un pays riche. À chaque fois. Messieurs, les défenseurs de Christiane Taubira qualifient de raciste toute attaque de ses contradicteurs. Ce qui fait qu'un garçon qui est réaliste comme Malek Bouti nous dit, Malek Bouti qui est député socialiste et qui est d'origine... Qui a été président. Et qui est frondeur. Et qui dit, je préfère la Taubira qui se battait pour le mariage pour tous que celle qui se plaint du racisme tout le temps. Bon, c'est à voir si... Je n'aime ni l'un ni l'autre. C'est pas tout le temps. Bon, alors, le président du CRAN, qui était pharmacien, rappelez-moi son nom. Des associations. Georges Tron. Georges Tron. Le CRAN, l'association. C'est Georges Tin. Georges Tin n'est pas président du CRAN. Le CRAN, c'est un pharmacien. Ah bon? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est un professeur de philosophie. C'est Georges Tin. C'est le fond. Et il nous explique que Taubira garde des Sceaux, que son ministère est régalien, qu'elle a une position élevée, qu'elle a ensuite une politique marquée, une politique pénale marquée, et que cette façon d'assimiler au racisme l'ensemble des critiques qu'on lui adresse est une instrumentalisation du racisme. Est-ce que vous voulez vous exprimer sur ça, et puis on va finir tranquillement. Ça me paraît excessif, et ça me paraît assez justifié parce que les trois quarts des attaques que subit Christiane Taubira sont des attaques sur sa personne, sur sa couleur, sur son origine. D'accord. Michel? La dernière attaque que j'ai vue, c'était sur son origine guyanaise et sur le fait qu'elle n'aimait pas la France, parce qu'elle avait été indépendantiste.
Elle doit retourner au Mali. Bon, alors, je dirais aussi que, mais en même temps, je dirais que elle devrait faire attention que, enfin, moi je dis les choses au bout de décoffrage. C'est difficile pour un Français d'admettre que sur des questions de société de fond, quelqu'un qu'il perçoit comme dans l'altérité, quelqu'un d'autre. Dis ça autrement, l'altérité, quelqu'un d'autre. Un noir. Un noir. Sur des questions, sur des questions comme le droit pénal, sur les questions comme le mariage pour tous. La politique judiciaire. La politique judiciaire, oui. Et des choix aussi marqués. Des choix aussi marqués. Et je crois que elle devrait se rappeler qu'elle est guyanaise et de s'occuper principalement de l'émancipation de son peuple. Voilà. Et dit, ça c'est violemment réducteur. Oui. Là, à mon avis, tu aurais dit ça à l'Assemblée nationale, tu te fais tomber dessus. Non, moi je crois à la chose suivante. Je voudrais rapprocher ça de l'analyse qu'on a faite tout à l'heure d'une France qui est en train de mourir, une partie de la France qui est en train de mourir, l'autre qui est en train de grandir. Grosso modo, les Français oublient, et c'est normal, et nous on réagirait de la même façon, oublient que l'avenir de la France est dans l'ouverture au monde et le changement ethnique et le métissage, tout ce que le multiculturalisme. Le multiculturalisme. Est-ce qu'ils peuvent l'accepter? Je vois comment la lecture. Je vois comment la lecture du premier chapitre du livre dont je vous parlais tout à l'heure, le dictionnaire amoureux du journalisme de Serge July, où en premier chapitre, sous l'appellation ALEG, le journaliste du Parti communiste, il explique le passé de torture et de colonialisme barbare et de la France et les vingtaines de milliers, sinon plus, de Malgaches jetés d'avions. C'est difficile d'accepter quand tu as fait ça, la torture en Algérie. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ça, c'est lent. C'est très lent, ce genre. Mais ça doit se faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ce processus. Ça, ce regard sur l'histoire, c'est lent. Ce qui va très vite, c'est le mélange. Ce qui va très très vite, c'est l'ouverture au monde. Or, c'est désespéré. On a, même chez des jeunes, il y en a qui partagent ces opinions racistes. Oui. Mais ils sont de moins en moins nombreux. Peut-être que la haine est plus coriace que l'amour, que la fraternité, que la tolérance. Regarde ce qui s'est passé aux États-Unis. Regarde la vitesse avec laquelle, aujourd'hui, les Américains ne font plus attention au fait que le maire soit noir. Tandis que avec quelques manifestations, mais là, peut-être. Oui, ça reste aussi la Ça s'est fait en combien d'années? Les lois qui permettent aux Noirs de voter, aux États-Unis, c'est 64. Regarde la vitesse. En France, les femmes votent en 45. Je veux dire, cette espèce de rapidité de modification de la société, effectivement, quand on se penche sur l'histoire, on dit, putain, ils mettent du temps. Non, on dit pas putain, Oui, c'est vrai, excuse-moi. Ils disent, c'est une citation. Parce qu'ils sont vulgaires. Ils sont vulgaires, c'est une citation. Ah ouais, mais et ils deviennent racistes. C'est trop tard. Est-ce que c'est trop tard en souriant? Je donne quelques citations. Je ne suis pas un fan de Mme Taubira de l'annonce que dommage pour tous. Je suis comme Michel, je donne travers de la gorge. Et lorsqu'on lui parle de ses critiques, elle dit si c'est à l'aune de l'opinion de ces gens-là que je devrais agir, j'irai sur une île déserte. C'est un modèle fort. Oui. Lorsqu'elle débat, il faut. Lorsqu'elle débat face à Éric Zemmour, elle aura donné attendri et puis il a fini. Ouais. Quand on l'emmerde, là je vous dis, c'est que quand on l'emmerde, c'est Huffington Post. Quand on l'emmerde à l'Assemblée, vos objections n'ont pas de fondement. Boum. Au propos de vos objections. Vos objections. À propos de Gérald Damarin. Vos déjections. À propos de Gérald Damarin, qu'il a qualifié mardi de tract ambulant pour le FN. C'est bon aussi quand même. Ouais. Je trouverais ça pitoyable si j'avais de la pitié à gaspiller. Ouais. Bon, enveloppé, et je lui saute sur ça au sortir du Conseil des ministres et puis elle a gagné. Bon. Lorsqu'on lui demande de répondre à un quiz, elle dit je refuse. Que ça plaise aux Français. Attends, je refuse, mais ça plaît aux journalistes, c'est de ça que je parle. Les Français, c'est des journalistes, tu le sais. Je refuse qu'on m'oblige à renoncer à l'intelligence. Et puis le journaliste d'ajouter du Huffington, du coup, on n'a plus d'espoir de lui faire répondre au nôtre. Lorsqu'on lui parle des attaques racistes à son égard, elle répond profonde.
distante, lointaine, la haine ne me pénètre pas. Ouais. Quand on lui demande si elle pleure parfois, elle dit « Je ne pleure pas parce que des imbéciles arriérés me traitent de tous les noms ou qu'ils font des fixations sur moi. » Et elle disait à son fils aîné, moi quand je pleure, je pleure dans ma chambre. Je pleure dans ma chambre. Pas un peu. Quand un député accuse le gouvernement de vouloir détruire le mariage, ce qui m'a coupé d'elle définitivement, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo. Ah bon. Un igloo, congelé, glacé. Quand on essaie de lui citer un poète de la négritude, elle dit je les connais tous, ne vous fatiguez pas. Parce que, en plus, c'est vrai. Et quand elle n'a pas le temps pour. Alors, le journaliste, toujours, quand elle n'a pas le temps pour vos conneries, elle vous regarde et lui dit vous me déconcertez. Quand elle n'a pas envie de répondre à vos questions idiotes, ça n'a rien de confus si vous prenez le temps de m'écouter. Et quand elle n'a rien à faire de ce que vous pensez d'elle, je ne passe pas mon temps à me regarder, à me demander si j'incarne quelque chose. Et puis, jeu, set et match, dit le journaliste, pas de moi, j'ai beau être une sorcière d'Amazonie, il y a des limites à mon pouvoir. Non, Madame Lefort, elle est forte. Et moi, je suis très fier d'elle. Ça ne veut pas dire que j'approuve tout. Non, moi je pense que c'est une personne de qualité. Je suis très fier d'elle. Je l'ai rencontré une fois au bureau de ton. J'étais venu interviewer ton grand patron, ton grand maître, chef, Serdet Chimi, et je l'ai rencontré, elle était très simple, elle s'est fait faire des selfies, je ne connaissais pas encore le mot, avec des petits jeunes qui avaient procédé à un sauvetage au fond de France. Moi je l'ai connue. Elle est brillante. Je l'ai connue il y a très longtemps à Miami. À l'époque, elle dirigeait une société, on va dire ça comme ça, privée de je ne sais plus quoi, de gestion, communication, comme ça. Donc je vous parle de ça il y a au moins 30 ans. Et on était devenus assez copains depuis ça. Mais c'est quand même paradoxal. Ce ministre qui est ministre, que l'on conserve, qui résiste au temps, et qui affronte... Moi, je dirais que je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment à la Fête de l'Humanité, dans des débats sur la question du racisme, et la question aussi de l'avenir des dernières colonies françaises. Et j'aurais aimé que le talent qu'elle met à faire des bons mots, qu'elle le mette à soutenir la transformation de nos pays pour accéder à la liberté et à la souveraineté. Voilà. Tu n'as pas dit à l'indépendance. Madame, mais elle a dit dans un livre, en fin de son bouquin, elle a dit... Le talent, excuse-moi, le talent, il y a des gens aussi de droite de talent. Je dirais même, le talent, il est utile quand il est utilisé pour une bonne cause. Elle disait, pour répondre un peu à Michel, elle dit dans son dernier bouquin, elle dit qu'elle est transie de déception parce qu'elle a compris que le peuple guyanais ne veut pas aller à l'émancipation. Elle a renoncé. Elle dit, j'ai renoncé, j'explique. Elle a renoncé. Du peuple. Et quand on fait un sondage en Guyane, la première question qu'on pose, c'est êtes-vous né dans le pays? 85% des Guyanais interrogés ne sont pas nés en Guyane. Oui, c'est vrai. Ça explique peut-être. Mais je crois que, et ça, autant, alors je vais conclure, autant j'ai été blessé par cette campagne très longue et ces débats parlementaires sur le mariage pour tous. J'ai exprimé mon opinion. J'ai senti que le monde s'effondrait autour de moi. Je suis peut-être conservateur de gauche, mais conservateur. En fait, très conservateur. Autant, malgré tout, je trouve que des gens comme M. Obama ou des gens comme Mme Taubira servent la cause de la communauté humaine à laquelle j'appartiens. C'est pour ça que je ne peux pas faire le reproche à Mme Taubira d'exister. À la semaine prochaine. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Comme il a le dernier mot.